L'islam revient au réveil silencieux d'une frontière oubliée. Permettez-moi de vous ramener à la soirée du 12 octobre 2023, une date qui, à première vue, semblait banale. L'Office tchèque des statistiques a publié son rapport annuel sur l'appartenance religieuse, et enfoui dans les notes de bas de page se trouvait une seule ligne qui aurait dû sonner l'alarme à Prague et à Bruxelles. Le nombre de musulmans auto-identifiés en République tchèque a augmenté de 42% depuis 2020, le taux de croissance le plus rapide de tous les groupes religieux du pays. Les médias, bien entendu, l'ont à peine remarqué. Quelques médias locaux ont publié des articles superficiels sur la diversité culturelle, le gouvernement a publié une déclaration fade sur les défis d'intégration, et en 48 heures, l'histoire a disparu. Mais j'étudie cette région depuis des décennies et je peux vous dire que ce qui se passe en Tchéquie n'est pas qu'une simple note démographique. C'est le début d'un tremblement de terre géopolitique, susceptible de remodeler l'équilibre des pouvoirs en Europe centrale, de redéfinir la relation de l'Occident avec l'islam et de forcer à rendre compte des échecs de l'hégémonie libérale. Maintenant, je sais ce que tu penses. Astérisque, la République tchèque? L'islam? C'est absurde. C'est une nation à 70% athée, où la dernière mosquée a été construite dans les années 1990, et où le mot musulman est toujours synonyme de travailleurs étrangers ou de crise des réfugiés. Point. Et si vous vous fiez au récit officiel, vous auriez raison. Mais voici le problème, il s'agit d'une illusion soigneusement construite, conçue pour obscurcir des vérités bien plus dangereuses. Commençons par ce qu'ils veulent vous faire croire. Le gouvernement tchèque, dans sa stratégie de sécurité nationale pour 2023, considère la montée de l'identification musulmane comme un sous-produit de la migration économique en provenance du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Le ministère de l'Intérieur cite comme principale cause la crise des réfugiés de 2015, lorsque la Tchéquie a accueilli à contre-cœur quelques centaines de demandeurs d'asile. Les grands médias comme Lidové Noviny et Deniken ont publié des articles attribuant cette tendance aux immigrants de deuxième génération, venus de Bosnie, du Kosovo et de Turquie, des communautés qui vivaient en Tchéquie depuis les guerres yougoslaves mais qui, jusqu'à récemment, ont fait profil bas. La Commission européenne, toujours désireuse de promouvoir son programme d'intégration multiculturelle, a même financé des programmes à Prague et à Brno pour favoriser le dialogue interreligieux, comme s'il s'agissait simplement d'un autre exemple du pluralisme inévitable, bien que désordonné, de l'Europe. Les données qu'il cite sont réelles, mais elles sont également sélectives. Oui, il y a aujourd'hui environ 20 000 musulmans en Tchéquie, contre 14 000 en 2020. Oui, la majorité sont des immigrés ou leurs enfants. Et oui, la première mosquée spécialement construite du pays, à Brno, a ouvert ses portes en 1998. Mais c'est ici que l'histoire officielle commence à se dévoiler. Parce que si vous fouillez dans les chiffres vraiment vous découvrez 3 anomalies flagrantes dont personne au pouvoir ne veut parler. Premièrement, le taux de croissance. Une augmentation de 42% en 3 ans n'est pas normale pour un pays où le taux de natalité musulmane est pratiquement nul. Le taux de fécondité de la Tchéquie est de 1,8 en dessous du niveau de remplacement et la population musulmane, même parmi les immigrés, ne se reproduit pas à un rythme qui expliquerait cette hausse. Alors d'où viennent ces nouveaux musulmans? La réponse, comme je l'ai découvert au cours d'entretiens avec des imams, des dirigeants communautaires et d'anciens responsables des services de renseignement, est la conversion. Pas le genre l'antéorganique que l'on voit en Europe occidentale, où quelques gauchistes désillusionnés ou chercheurs curieux se tournent vers l'islam au fil des décennies. Non, c'est quelque chose de bien plus organisé, de bien plus délibéré. Dans le quartier Olovis de Prague, la Fondation islamique de République tchèque a vu ses classes de conversion passer d'une poignée de participants en 2019 à plus de 200 en 2023. À Brno, la communauté musulmane rapporte que 30% de ses nouveaux membres sont d'origine tchèque, non pas des immigrants, ni de la deuxième génération, mais des natifs, des Slaves, souvent des individus très instruits dans la vingtaine ou la trentaine. Et à Ostrava, une ville sans présence musulmane historique, un ancien prêtre catholique dirige désormais les prières du vendredi dans un entrepôt reconverti. Deuxièmement, le timing. Cette hausse n'a pas commencé en 2015, lorsque la crise des réfugiés faisait la une des journaux. Cela a commencé en 2020, au moment même où le gouvernement tchèque, sous la direction du Premier ministre Andrej Babi, intensifiait son opposition aux politiques migratoires de l'UE,
renforçait les contrôles aux frontières et s'alignait publiquement sur le Hongrois Viktor Orban en rejetant l'expérience multiculturelle de Bruxelles. S'il ne s'agissait que de réfugiés, leur nombre aurait grimpé plus tôt. Au lieu de cela, cette croissance coïncide avec deux autres crises de la Covid-19, qui ont mis en lumière la fragilité des modes de vie consuméristes occidentaux, et avec l'aggravation de la crise énergétique de la République tchèque, qui a obligé à prendre en compte sa dépendance au gaz russe. Pour une génération de jeunes Tchèques élevés dans la désillusion post-communiste, le message était le suivant: le système est en panne. Il existe peut-être un autre moyen. Troisièmement, la suite géopolitique. La République tchèque n'est pas n'importe quel pays européen. C'est un État de première ligne, une nation située au carrefour du flanc oriental de l'OTAN, du défi du groupe de Visegrad à l'égard du fédéralisme européen et de la guerre fantôme menée par la Russie en Europe centrale. Et pourtant, malgré son importance stratégique, la Tchéquie a été systématiquement ignorée par les analystes occidentaux lorsqu'il s'agit de l'islam. Pourquoi ? Parce que le récit ne colle pas. L'histoire de l'islam en Europe est censée concerner les banlieues françaises, les ghettos de migrants allemands et les extrémistes britanniques. Il ne s'agit pas d'ingénieurs tchèques de Brno se convertissant au salafisme ou de hipsters de Prague jeûnant pendant le ramadan. Mais c'est exactement ce qui se passe et les pouvoirs en place se démènent pour rattraper leur retard. Alors, que se passe-t-il réellement ici ? Laissez-moi vous le dire. La première couche est idéologique. La République tchèque, comme une grande partie de l'Europe post-communiste, a connu un vide spirituel brutal après 1989. L'Église catholique, discréditée par sa collaboration avec le régime communiste, ne s'est jamais relevée. L'athéisme est devenu la norme, non par conviction, mais par épuisement. Et dans ce vide sont entrés deux nihilismes consuméristes et, maintenant, l'islam. Mais ce n'est pas l'islam de l'Empire ottoman de votre grand-père. C'est un islam moderne, adaptatif et à l'écoute du numérique, un islam qui parle le langage de l'anti-impérialisme, de l'anticonsumérisme et de l'hégémonie anti-occidentale. J'ai parlé à des convertis tchèques qui décrivent leur parcours comme un rejet de la décadence occidentale, une recherche de clarté morale et, dans certains cas, une réponse directe à l'hypocrisie de la démocratie libérale. Un jeune homme de Prague, ancien informaticien, a déclaré « Avant, je croyais en l'UE. Ensuite, j'ai vu comment ils traitaient les musulmans en France, comment ils bombardaient la Libye, comment ils laissaient les entreprises exploiter le Sud global. L'islam m'a donné un cadre pour résister à cela. » La deuxième couche est géopolitique. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que la communauté musulmane de la République tchèque ne se contente pas de croître, elle est également cultivée. Et pas par hasard. Depuis 2018, on a assisté à une augmentation discrète mais indéniable du financement des centres islamiques en Tchéquie provenant de trois pays, la Turquie, le Qatar et l'Iran. La fondation turque Diyanet a ouvert deux nouveaux centres culturels, à Prague et Brno, apparemment pour promouvoir l'héritage turc. Mais les habitants me disent que ces centres sont de facto des mosquées, proposant des cours d'arabe, des études coraniques, surtout, des repas gratuits pendant le ramadan, un outil de recrutement puissant dans un pays où de nombreux jeunes sont aux prises avec une précarité financière. La Sheikh Aid Charity Foundation du Qatar a financé la rénovation de la mosquée de Brno, complétée par une nouvelle bibliothèque remplie de littérature salafiste. Et l'Iran ? Eh bien, disons simplement que le service d'information de sécurité tchèque surveille l'augmentation des contacts entre la communauté chiite de Prague et l'ambassade iranienne, contacts qui ont atteint un sommet après les manifestations de 2022 en Iran, lorsque la Tchéquie est devenue une plaque tournante pour les dissidents iraniens. Maintenant, vous pourriez vous demander pourquoi ces pays se soucieraient-ils de quelques milliers de musulmans dans un pays de 10 millions d'habitants ? La réponse réside dans la vulnérabilité stratégique de la Tchéquie. C'est une nation qui, malgré son appartenance à l'OTAN, n'a jamais pleinement fait confiance à l'Occident. Ses habitants se souviennent de la trahison de Munich en 1938, de l'invasion soviétique de 1968 et de l'imposition brutale de quotas migratoires par l'UE en 2015. Aujourd'hui, la Tchéquie est prise entre trois sphères concurrentes de l'ordre libéral de l'UE, les ambitions révisionnistes de la Russie et le bloc multipolaire émerge dirigé par la Chine et ses alliés. Et dans ce grand jeu, l'islam devient une arme non pas au sens brutal du terme terroriste, mais au sens du soft power.
La Turquie, le Qatar et l'Iran ne cherchent pas à transformer la Tchéquie en califat. Ils tentent d'éroder son allégeance à l'Occident en proposant une identité alternative, qui trouve un écho auprès d'une génération désillusionnée par le capitalisme, la laïcité et l'hégémonie américaine. Mais c'est ici que les choses deviennent encore plus compliquées. Parce que le gouvernement tchèque est conscient de ce qui se passe et ne sait pas comment réagir. D'un côté, il y a les partisans de la ligne dure, dirigés par des personnalités comme le président Petr Pavel et le ministre de l'Intérieur Věra Kuan, qui voient l'islam comme une menace existentielle pour l'identité tchèque. Ils ont fait pression pour des réglementations plus strictes sur les mosquées, l'interdiction du financement étranger des groupes religieux et même un projet de loi sur les « valeurs tchèques » qui obligerait les imams à jurer fidélité à la Constitution. De l'autre côté, il y a les pragmatiques, les élites économiques, les lobbyistes du secteur de l'énergie et certains éléments de la communauté du renseignement qui voient l'islam comme un mal nécessaire, un moyen de diversifier les alliances de la Tchéquie à une époque de compétition entre grandes puissances. Ce sont ces personnes qui ont discrètement facilité l'achat par la Qatar Investment Authority d'une participation de 10% dans EZ, le géant national de l'énergie, en 2022. Ce sont eux qui ont poussé la Tchéquie à rejoindre l'initiative chinoise La Ceinture et la Route en 2019, malgré les objections de Washington. Et ce sont eux qui, à huis clos, ont dit à la communauté musulmane, « Nous ne vous aimons pas, mais nous avons besoin de vous ». C'est précisément cette division interne que la Turquie, le Qatar et l'Iran exploitent. Ils savent que la Tchéquie est un maillon faible de l'Alliance occidentale, un pays qui en veut à Bruxelles, se méfie de Washington et cherche désespérément à éviter d'être pris entre deux feux dans une guerre entre les États-Unis et la Chine ou entre les États-Unis et la Russie. Et donc ils jouent un long jeu. Ils ne cherchent pas à transformer Prague en Raqqa. Ils tentent d'en faire Belgrade une capitale théoriquement alignée sur l'Occident qui, lorsque les choses se passeront, couvrira ses paris et refusera de s'engager pleinement dans l'ordre libéral. Maintenant, sortons. Parce que ce qui se passe en Tchéquie ne concerne pas seulement la Tchéquie. Il s'agit de la mort du moment unipolaire et de la montée d'une nouvelle guerre froide, une guerre où les lignes de bataille ne sont pas seulement tracées entre les nations, mais entre les blocs civilisationnels. D'un côté, il y a l'ordre international libéral, dirigé par les États-Unis et leurs alliés européens, qui insistent sur le fait que toutes les nations doivent converger vers un modèle unique de démocratie, de capitalisme et de laïcité. De l'autre côté, vous avez le monde multipolaire, défendu par la Russie, la Chine et leurs partenaires, qui affirment que chaque civilisation a droit à sa propre voie, qu'il s'agisse du christianisme orthodoxe, du confucianisme ou, oui, de l'islam. La Tchéquie est un microcosme de cette lutte. Et la réponse de l'Occident à son problème musulman révèle tout ce qu'il faut savoir sur les raisons pour lesquelles l'ordre libéral est en train de perdre. Au lieu de se demander pourquoi les jeunes Tchèques se tournent vers l'islam, les décideurs occidentaux s'en remettent aux mêmes programmes éculés, plus de surveillance, plus de sécurisation, plus de programmes de contre-extrémisme. Le réseau de sensibilisation à la radicalisation de l'UE a déjà signalé la Tchéquie comme un pays à haut risque pour l'extrémisme local, malgré le fait qu'il n'y ait pas eu une seule attaque terroriste liée aux musulmans tchèques. Le département d'État américain, dans son rapport sur la liberté religieuse internationale de 2023, a exprimé sa préoccupation face à la montée de l'islamophobie en Tchéquie, tout en ignorant complètement le fait que l'islam y grandit précisément parce que l'Occident n'a pas réussi à offrir une alternative. C'est le paradoxe central de notre époque. Plus l'Occident tente de réprimer l'islam, plus il alimente son attrait. Plus il insiste sur la laïcité, plus il pousse les gens vers une identité religieuse. Et plus il s'accroche à l'unipolarité, plus il accélère la montée d'alternatives multipolaires. La Tchéquie n'est que le dernier front en date de cette guerre. Mais ce ne sera pas la dernière. Alors que se passe-t-il ensuite ? Exécutons les scénarios. Scénario le chemin, intégration gérée, dans ce meilleur des cas, l'élite politique tchèque reconnaît que l'islam est là pour rester et adopte une approche réelle politique. Le gouvernement conclut un accord avec les musulmans. Nous tolérons vos mosquées et vos écoles, mais vous resterez en dehors de la politique, rejetterez les financements étrangers et accepterez la laïcité. La Turquie et le Qatar, désireux d'éviter une réaction violente, réduisent leur influence manifeste. L'UE, désespérée d'éviter une nouvelle crise de l'état de droit,
à la polonaise, offre à la Tchéquie des incitations financières pour moderniser son approche à l'égard des minorités religieuses. Au fil du temps, l'islam tchèque devient une force domestiquée, ressemblant davantage à la communauté turque d'Allemagne qu'aux banlieues de France. Mais ce scénario nécessite un courage politique que les dirigeants tchèques ne possèdent pas actuellement. Et cela suppose que les vents géopolitiques ne changeront pas un pari de plus en plus dangereux. Scénario là, guerre civile froide, c'est le résultat le plus probable. Le gouvernement tchèque, sous la pression des partisans de la ligne dure et de l'UE, réprime les institutions islamiques. Les mosquées sont placées sous surveillance. Les financements étrangers sont interdits. Les imams sont tenus de s'enregistrer auprès de l'État. La communauté musulmane, se sentant ciblée, se radicalise. Une minorité, petite mais bruyante, se tourne vers l'extrémisme en ligne, tandis que la majorité se retire dans des sociétés parallèles. Pendant ce temps, la Turquie et le Qatar, voyant leurs investissements en matière de soft power menacés, ripostent en transformant l'énergie en armes. Ils font pression sur les nouveaux partenaires énergétiques de la Tchéquie, liés au Qatar, pour qu'ils augmentent les prix ou réduisent les approvisionnements. L'économie tchèque, déjà fragile, en prend un coup. L'opinion publique se retourne encore plus contre l'islam. Et le pays sombre dans un conflit de faible intensité, non pas une guerre de tir, mais une guerre culturelle et économique, où l'État et la communauté musulmane sont enfermés dans une impasse permanente. C'est le modèle belge, un pays qui gère ses divisions mais ne les résout jamais. Scénario le retournement multipolaire. C'est le scénario du cauchemar, mais ce n'est pas impossible. Dans cette version, le gouvernement tchèque, confronté à l'effondrement économique et à l'isolement géopolitique, pivote vers l'Est. Il approfondit ses liens avec la Turquie, accepte les investissements qataris dans les infrastructures critiques et autorise même l'Iran à ouvrir un centre culturel à Prague. La communauté musulmane, désormais une composante clé, est courtisée par les hommes politiques. La Tchéquie devient un pont entre l'Occident et le monde islamique, un rôle qu'elle a joué pour la dernière fois au XVIe siècle, lorsque les Habsbourg utilisaient Prague comme plaque tournante diplomatique pour leurs rivaux ottomans. L'UE, horrifiée, impose des sanctions. L'OTAN, constatant une défection stratégique, commence à traiter la Tchéquie comme un risque pour la sécurité. Et les États-Unis, distraits par les guerres au Moyen-Orient et dans le Pacifique, ne font rien. C'est le modèle hongrois, mais en pire, parce que la Tchéquie, contrairement à la Hongrie, n'a aucun lien historique avec le monde islamique. Il s'agirait d'une alliance purement transactionnelle, née du désespoir plutôt que de la conviction. Et cela marquerait l'effondrement final de l'ordre occidental de l'après-guerre froide en Europe centrale. Maintenant, je sais ce que certains d'entre vous pensent, c'est alarmiste. La Tchéquie est membre de l'OTAN. Elle ne va pas faire défection vers le monde multipolaire. Et vous avez raison, pour l'instant. Mais laissez-moi vous dire quelque chose que j'ai appris en étudiant l'Empire pendant 30 ans. Aucun pays ne reste fidèle par gratitude. Il reste fidèle par intérêt personnel. Et à l'heure actuelle, la République tchèque se demande si l'Occident sert toujours ses intérêts. La crise énergétique, la crise migratoire, les conflits d'état de droit avec Bruxelles, tout cela a érodé les avantages perçus de l'alignement occidental. Et si les États-Unis et l'UE ne peuvent pas proposer à la Tchéquie un meilleur accord que la Turquie, le Qatar et l'Iran, alors pourquoi ne couvriraient-ils pas leur pari ? Cela m'amène à la grande stratégie, que devrait faire l'Occident face au réveil musulman en Tchéquie ? La réponse, j'en ai bien peur, n'est pas davantage de surveillance, ni davantage de sécurisation, ni davantage de programmes de lutte contre l'extrémisme. Ce sont des traitements symptomatiques, pas des remèdes. La vraie solution est bien plus radicale, l'Occident doit rivaliser avec le monde multipolaire selon ses propres conditions. Cela signifie, premièrement, reconnaître que l'ordre libéral n'a pas réussi à répondre aux attentes de millions d'Européens. La République tchèque ne se tourne pas vers l'islam parce qu'elle est arriérée ou soumise à un lavage de cerveau. Il se tourne vers l'islam parce que les alternatives ont été discréditées. La bureaucratie technocratique de l'UE, les guerres sans fin de l'Amérique, les promesses creuses du capitalisme de consommation, rien de tout cela n'a de sens pour une génération élevée dans la désillusion. Si l'Occident veut reconquérir la Tchéquie, il doit offrir quelque chose de mieux, pas seulement la liberté de s'échapper, mais la liberté de s'échapper.
Deuxièmement, l'Occident doit cesser de traiter l'islam comme un monolithe. Le monde musulman n'est pas un seul bloc. La Turquie, le Qatar et l'Iran sont des rivaux, non alliés. Le flirt de la République tchèque avec l'islam n'est pas une question de conspiration du grand califat, mais plutôt une question de pragmatisme. Et si l'Occident insiste pour mettre tous les États à majorité musulmane dans le même panier, cela ne fera que pousser Prague encore plus dans les bras de ceux qui ne le font pas. Or, ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'une question de soft power. Les enjeux géopolitiques ici sont militaires, et ils sont bien plus immédiats que ce que Bruxelles ou Washington voudraient admettre. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est important. La Tchéquie se situe au cœur de l'architecture de défense européenne. C'est certes un membre de l'OTAN, mais c'est aussi un pays qui a passé les 3 dernières décennies à réduire ses effectifs militaires en partant du principe que le parapluie de sécurité américain serait toujours là. Cette hypothèse est désormais remise en question. Le budget de la défense de la République tchèque oscille depuis des années autour de 1,5% du PIB, soit bien en deçà de l'objectif de 2% fixé par l'OTAN. Ses forces armées sont sous-financées, son équipement vieillit et sa culture stratégique est toujours façonnée par l'illusion d'après 1989 selon laquelle la compétition entre grandes puissances appartenait au passé. Mais la guerre en Ukraine a tout changé. Soudain, la Tchéquie s'est retrouvée en première ligne d'un nouveau conflit européen, et on se rend compte que si l'article 5 de l'OTAN est un jour invoqué, la capacité de la Tchéquie à se défendre ou même à contribuer de manière significative est sérieusement mise en doute. Voilà qui met mal à l'aise, l'armée tchèque n'est pas préparée à une guerre de haute intensité. Son armée de l'air s'appuie sur une flotte de MiG-29 de l'air soviétique et d'avions à réaction suédois Gripen, ces derniers étant utiles mais pas suffisants pour sécuriser l'espace aérien tchèque contre un adversaire déterminé. Ses forces terrestres sont réduites, avec une seule brigade mécanisée capable de se déployer rapidement. Et ses cyberdéfenses ? Disons simplement que lorsque des pirates informatiques russes ont ciblé les institutions tchèques en 2022, la réponse a été plus embarrassante que dissuasive. La République tchèque n'est pas une puissance militaire et elle le sait. Alors, qu'est-ce que cela a à voir avec l'islam ? Tout. Car lorsqu'un pays se sent stratégiquement vulnérable, il commence à chercher d'autres garanties de sécurité. Et dans le monde multipolaire d'aujourd'hui, ces garanties ne viennent pas seulement de Washington ou de Bruxelles. Ils viennent d'Ankara, de Doha et de Téhéran. Prenons d'abord la Turquie. Recep Tayyip Erdogan a passé la dernière décennie à positionner la Turquie comme un acteur du pouvoir régional, et son discours à l'Europe centrale est le suivant: vous n'avez pas à choisir entre l'Ouest et l'Est. Vous pouvez avoir les deux. Pour la Tchéquie, c'est une proposition intéressante. La Turquie est membre de l'OTAN, mais c'est aussi un pays qui a défié la pression occidentale lorsque cela convenait à ses intérêts, que ce soit en achetant des missiles russes S-400 ou en servant de médiateur entre l'Ukraine et la Russie. Si Prague veut couvrir ses paris, Ankara propose un moyen de le faire sans couper les ponts avec l'Occident. Et voici que la Turquie a quelque chose dont la Tchéquie a désespérément besoin, du matériel militaire. La République tchèque s'est déjà tournée vers la Turquie pour les drones. En 2022, Prague a signé un accord pour l'achat de drones Bayraktar TB2, les mêmes véhicules aériens sans pilote qui sont devenus un symbole de la résistance ukrainienne. Mais il ne s'agissait pas seulement de combler un manque de capacité. C'était un signal. En achetant des drones turcs, la Tchéquie disait: nous ne dépendons pas uniquement des fournisseurs occidentaux. Et si l'Occident ne peut pas ou ne veut pas fournir les armes dont la Tchéquie a besoin, pourquoi ne se tournerait-il pas vers la Turquie pour en obtenir davantage ? L'accord Bayraktar était un test, et il a réussi. La prochaine étape pourrait être celle des systèmes de défense aérienne turcs, des véhicules blindés ou même des exercices militaires conjoints. Et à chaque transaction, les liens entre Prague et Ankara se renforcent. Et puis il y a le Qatar. Le petit État du Golfe ne dispose peut-être pas d'une grande armée, mais il a encore plus d'influence. Le Qatar est le plus grand exportateur mondial de gaz naturel liquéfié et utilise cet effet de levier pour nouer des alliances à travers l'Europe. En 2022, le Qatar a signé un accord de GNL à long terme avec l'Allemagne et depuis, il courtise d'autres pays européens. Pour la Tchéquie, qui reste fortement dépendante du gaz russe, le Qatar offre un moyen de diversifier ses approvisionnements énergétiques sans s'engager pleinement dans le régime de sanctions de l'Occident.
Mais l'énergie n'est qu'un début. Le Qatar est également un investisseur majeur dans les industries européennes de défense et bénéficie de l'attention de Washington et de Moscou. Si la Tchéquie veut jouer sur les deux tableaux, le Qatar est l'intermédiaire idéal. Et puis il y a l'Iran. Maintenant, j'entends déjà le Iran ? La République tchèque ne s'alignera jamais sur l'Iran. Mais ne soyons pas naïfs. L'Iran n'est pas l'État paria qu'il était dans les années 1980. Aujourd'hui, c'est une puissance régionale dotée d'un complexe militaro-industriel sophistiqué, et elle étend discrètement son influence en Europe. En 2023, l'Iran a ouvert un nouveau centre culturel à Prague et, même si le gouvernement tchèque a minimisé cette initiative, le symbolisme était clair. L'Iran teste le terrain, et ce à un moment où la Tchéquie est de plus en plus ouverte à des partenariats alternatifs. La vraie question, que se passe-t-il lorsque ces relations commencent à se chevaucher ? Que se passera-t-il lorsque la communauté musulmane croissante de Tchéquie aujourd'hui estimée à environ 20 000 personnes, contre seulement quelques milliers dans les années 1990 commencera à exiger non seulement une reconnaissance culturelle mais aussi une représentation politique ? Que se passera-t-il lorsque des diplomates turcs, qatariens et iraniens commenceront à faire pression sur Prague sur des questions telles que l'énergie, la défense et même la politique de l'OTAN ? Et que se passera-t-il lorsque l'armée tchèque, désespérée de se moderniser, commencera à se tourner vers ces pays pour obtenir des armes et de la formation ? C'est là que les implications militaires deviennent impossibles à ignorer. Si la Tchéquie commence à acheter des drones turcs, du gaz qatari et des technologies iraniennes en matière de missiles balistiques, il ne s'agira pas uniquement d'une transaction commerciale. C'est un changement stratégique. Et cela pourrait avoir des effets d'entraînement dans toute l'OTAN. Laissez-moi vous donner un exemple. En 2023, le gouvernement tchèque a annoncé son intention de moderniser son armée de l'air, avec l'achat potentiel de nouveaux avions de combat. Les pionniers ? Le F-35 américain, le Gripen suédois, oui, le TFX turc, un chasseur de 5e génération encore en développement. Désormais, sur le papier, le F-35 est le choix évident. Il s'agit de l'avion à réaction le plus avancé au monde et il renforcerait l'intégration de la Tchéquie à l'OTAN. Mais le F-35 est également cher, et il est assorti de des conditions qui pourraient ne pas correspondre au nouveau désir d'autonomie stratégique de la Tchéquie. Le TFX, en revanche, est moins cher et n'a aucun bagage politique. Si Prague choisit l'avion turc, cela signifierait clairement qu'elle couvre ses paris. Et ce n'est que l'armée de l'air. Qu'en est-il de la cybersécurité ? Les infrastructures critiques de la Tchéquie sont vulnérables, et si elle commence à accepter des investissements iraniens ou chinois dans ses réseaux 5G, cela pourrait créer des portes dérobées qui compromettraient l'ensemble du flanc oriental de l'OTAN. Qu'en est-il du partage de renseignements ? Si la Tchéquie commençait à coopérer avec les agences de renseignement turques ou qataries, cela pourrait compromettre la capacité de l'OTAN à se coordonner sur des questions telles que la lutte contre le terrorisme et la désinformation russe. Et qu'en est-il des droits de base ? Si la Tchéquie autorise des conseillers militaires turcs ou iraniens à opérer sur son sol, elle pourrait créer de facto une seconde structure de commandement au sein de l'OTAN. C'est le scénario cauchemardesque des stratèges occidentaux. Ce n'est pas parce que la Tchéquie est sur le point de quitter l'OTAN, ce n'est pas le cas. Mais parce qu'il pourrait devenir un cheval de Troie, un pays qui reste formellement aligné sur l'Occident tout en sapant discrètement sa cohésion. Et plus l'Occident repoussera la Tchéquie, plus il se tournera vers ses partenaires alternatifs. Alors quelle est la solution ? L'Occident doit cesser de traiter la Tchéquie comme un enfant rebelle et commencer à la traiter comme un État souverain ayant des préoccupations légitimes en matière de sécurité. Cela signifie d'abord offrir un véritable soutien militaire, et pas seulement des gestes symboliques. La République tchèque a besoin de défenses aériennes modernes, de cybercapacités et d'une dissuasion crédible contre l'agression russe. Si l'Occident veut garder Prague dans le giron, il doit prouver que l'OTAN reste la meilleure option pour la sécurité tchèque. Deuxièmement, l'Occident doit cesser de diaboliser l'islam. La communauté musulmane de République tchèque ne constitue pas une 5e colonne. C'est un pont vers le monde islamique, et si l'Occident veut contrer l'influence turque, qatarie et iranienne, il doit s'engager avec les musulmans tchèques non pas en tant qu'extrémistes potentiels, mais en tant qu'alliés potentiels. Cela signifie soutenir les institutions islamiques modérées,
promouvoir le dialogue interreligieux et veiller à ce que les musulmans tchèques se sentent comme des citoyens à part entière de leur pays. Enfin, l'Occident doit accepter que le monde change. Le moment unipolaire est terminé et la République tchèque n'est qu'un des nombreux pays qui se protègent. Si l'Occident veut rester pertinent, il doit offrir quelque chose de mieux que le monde multipolaire, non seulement en termes de sécurité, mais aussi en termes de valeurs. Parce qu'en fin de compte, c'est de cela qu'il s'agit réellement. La République tchèque ne se tourne pas vers l'islam parce qu'elle aime la charia. Il se tourne vers l'islam parce qu'il cherche un sens dans un monde où l'Occident n'a pas réussi à le lui donner. Et si l'Occident ne peut pas offrir ce sens, alors il perdra la Tchéquie, non pas à cause d'un califat, mais à cause d'une nouvelle réalité géopolitique où la loyauté n'est plus garantie et où chaque pays est contraint de naviguer dans un monde d'alliances changeantes. La question est de savoir si l'Occident est prêt pour ce monde ? Ou va-t-il s'accrocher à l'ancien ordre jusqu'à ce qu'il soit trop tard ? Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de politique étrangère, mais aussi de politique intérieure et de la façon dont les élites tchèques se positionnent déjà pour un avenir où l'islam ne sera plus une curiosité marginale mais un élément permanent de la vie nationale. L'establishment pragois a passé des décennies à prétendre que la Tchéquie était une nation ethniquement et religieusement homogène, un conte de fées qu'ils ont vendu à eux-mêmes et au monde. Mais la démographie ne ment pas, et les chiffres non plus. Le recensement de 2021 a montré que même si seulement 0,2% des Tchèques se sont officiellement identifiés comme musulmans, ce chiffre est presque certainement sous-estimé. De nombreux convertis, en particulier ceux vivant dans les zones urbaines ou issus de l'immigration, ne déclarent tout simplement pas leur foi par peur de la stigmatisation sociale ou des tracas bureaucratiques. Plus révélateur est la croissance de la culture islamique. En 2010, il y avait 3 mosquées enregistrées dans le pays. Aujourd'hui, il y en a plus d'une vingtaine, et une douzaine d'espaces de prière informels fonctionnent à Prague, Brno et Ostrava. La Fondation islamique tchèque, fondée en 1991, gère désormais un réseau d'écoles du week-end, des programmes de certification halal et même une présence médiatique modeste mais croissante, notamment une chaîne YouTube comptant plus de 50 000 abonnés. C'est là que réside le malaise, la classe politique tchèque n'est malheureusement pas préparée à ce changement. Prenez le gouvernement actuel, dirigé par le Premier ministre Petr Fiala du Parti démocrate civique de centre-droit. L'administration de Fiala a passé les 2 dernières années à osciller entre 2 stratégies tout aussi inefficaces, soit ignorer complètement l'islam, soit le traiter comme une menace pour la sécurité. En 2023, son ministre de l'Intérieur, Vírakuan, a proposé une loi qui aurait exigé que toutes les mosquées s'enregistrent auprès de l'État et soumettent des sermons pour approbation, une mesure si manifestement inconstitutionnelle que même la Cour constitutionnelle tchèque l'a annulée en quelques mois. L'ironie ? La loi n'a pas simplement échoué, ça s'est retourné contre moi. Cela a galvanisé la communauté musulmane, auparavant fragmentée, en une force politique plus organisée. L'Union musulmane tchèque, un groupe qui avait passé des années à opérer en marge, s'est soudainement retrouvé face à une augmentation du nombre de ses membres et de ses dons. Au moment où la loi a été annulée, ils avaient déjà commencé à faire pression sur les gouvernements locaux pour obtenir des permis de zonage pour construire de nouvelles salles de prière, un processus qui, grâce à la gestion maladroite du gouvernement, se déroule désormais avec beaucoup moins de résistance qu'il ne l'aurait fait autrement. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est important. La République tchèque est un pays où le pouvoir politique est encore largement concentré entre les mains de quelques partis, tous profondément attachés au mythe de l'exception tchèque, l'idée selon laquelle cette nation, contrairement à ses voisins, est en quelque sorte immunisée contre les bouleversements culturels et religieux qui balaient le reste de l'Europe. Mais ce mythe s'effondre, et les partis le savent. Le SPD d'extrême droite, dirigé par Tomio Okamura, est déjà passé de sa rhétorique anti-immigration habituelle à une plateforme anti-islam plus ciblée, mettant en garde contre la « charia rampante » dans les écoles et les hôpitaux tchèques. Pendant ce temps, les pirates et les maires de centre-gauche, autrefois fiers de leurs références progressistes, sont restés visiblement silencieux sur la question, craignant de s'aliéner soit leur base laïque, soit le nombre croissant d'électeurs musulmans à Prague et Brno. Même le Parti communiste, qui détient encore quelques sièges au Parlement, a commencé à courtiser les communautés musulmanes des villes industrielles comme Most et Karvina, où les travailleurs turcs et arabes se sont installés en plus grand nombre depuis les années 2010. Mais la vraie bataille ne se déroule pas au Parlement. Cela se produit dans les régions,
où les gouvernements locaux prennent discrètement des décisions qui façonneront le paysage religieux du pays pendant des décennies. À Ustinad-Labem, une ville de 90 000 habitants proche de la frontière allemande, le conseil municipal a approuvé la construction d'un nouveau centre culturel islamique en 2022, malgré les protestations des groupes d'extrême droite. Le maire, Petr Nedždić, a justifié cette décision en soulignant le vieillissement de la population de la ville et le besoin d'investissements étrangers, ce qui explique le fait que des hommes d'affaires turcs et arabes ont acheté des biens immobiliers locaux et ouvert des restaurants halal, devenus étonnamment populaires auprès des Tchèques non musulmans. À Brno, la deuxième ville du pays, l'université a commencé à proposer des cours d'études islamiques, non par engagement idéologique particulier, mais parce que la demande existe. La première cohorte d'étudiants, diplômés en 2023, comprenait un mélange de musulmans, d'athées et même de quelques prêtres catholiques cherchant à mieux comprendre la foi. Alors que se passe-t-il ensuite ? Le scénario le plus probable est ce que j'appelle le « modèle hongrois », non pas dans le sens de l'autoritarisme de Viktor Orban, mais dans le sens de la manière dont la Hongrie a géré sa minorité musulmane. Budapest a autorisé la construction de mosquées et d'écoles islamiques, mais uniquement sous la stricte supervision de l'État, étant entendu que ces institutions ne remettront pas en cause le discours du gouvernement sur l'identité nationale. La version tchèque impliquerait une déclaration tacite selon laquelle l'État tolère la croissance de l'islam, mais seulement si les dirigeants musulmans acceptent de maintenir leur communauté politiquement neutre et d'éviter toute critique publique de la politique étrangère tchèque, en particulier à l'égard d'Israël et du Moyen-Orient. Le problème de cette approche est qu'elle suppose que les musulmans tchèques se contenteront d'une citoyenneté de seconde zone, ce qui n'est pas le cas. Il y a déjà des signes de réticence. En 2023, un groupe de jeunes convertis tchèques, dont beaucoup étaient d'anciens gauchistes désillusionnés par le matérialisme occidental, ont formé un mouvement politique appelé Ashla Islamu, qui a commencé à présenter des candidats aux élections locales. Leur programme est qu'ils veulent les mêmes droits que les églises chrétiennes, des exonérations fiscales, un financement public pour les écoles religieuses et le droit de pratiquer un abattage halal. Jusqu'à présent, ils ont eu peu de succès, mais ils apprennent. Et dans un pays où le taux de participation électorale est souvent inférieur à 50%, même un petit bloc motivé peut faire basculer une élection. L'autre scénario est bien plus volatile. Si le gouvernement tchèque continue de considérer l'islam comme une menace pour la sécurité plutôt que comme une réalité sociale, il risque de radicaliser une partie de la population musulmane qui autrement serait restée modérée. Nous en avons déjà vu les premiers signes. En 2022, les services de renseignement tchèques ont arrêté à Prague un groupe de réfugiés syriens qui prévoyaient de se rendre en Syrie pour rejoindre l'État islamique. Ce que les médias n'ont pas rapporté, c'est qu'ils n'ont pas tous été radicalisés au Moyen-Orient, mais dans des centres de détention tchèques, où ils ont été détenus pendant des mois sans accès à un avocat ni à une orientation religieuse. La même année, un Tchèque converti à Brno a été arrêté pour avoir distribué de la littérature extrémiste, notamment des traductions de textes salafistes qui circulaient en ligne depuis des années. La réponse du gouvernement ? Doubler la surveillance et la censure, ce qui ne fait que pousser davantage de jeunes musulmans dans les bras de prédicateurs radicaux qui opèrent dans l'ombre. Voici que la République tchèque n'est pas obligée de s'engager dans cette voie. Elle pourrait, si elle le voulait, devenir un modèle sur la manière dont une nation historiquement chrétienne intègre l'islam d'une manière qui renforce, plutôt qu'affaiblisse, sa démocratie. Mais cela nécessiterait une chose pour laquelle la classe politique tchèque n'a jamais été douée, une réflexion à long terme. À l'heure actuelle, le débat reste axé sur la sécurité et l'identité, comme si la seule question était de savoir si la Tchéquie deviendrait comme la France, ou résisterait comme la Pologne. Mais c'est un faux choix. La vraie question est de savoir si la Tchéquie s'adaptera au XXIe siècle ou s'accrochera au XXe. Et si ces dernières années nous ont appris quelque chose, c'est que le monde n'attend pas les pays qui refusent de changer. L'Occident, pour sa part, a un rôle à jouer ici mais pas celui qu'il pense. La dernière chose dont les musulmans tchèques ont besoin, c'est que des ONG américaines ou allemandes interviennent avec leur programme de « contre-extrémisme », qui ne se résume généralement qu'à une surveillance déguisée en travail social. Ce dont ils ont besoin, c'est que l'Occident cesse de traiter l'islam comme un problème à gérer et commence à le traiter comme une réalité avec laquelle il faut s'engager. Cela signifie soutenir les institutions musulmanes tchèques qui promeuvent l'intégration, et pas seulement la sécurité.
Cela signifie faire pression sur le gouvernement tchèque pour qu'il accorde aux musulmans les mêmes droits légaux qu'aux chrétiens, plutôt que de les traiter comme une classe marginale permanente. Et cela signifie reconnaître que la croissance de l'islam en Tchéquie ne constitue pas une menace pour les valeurs occidentales, c'est le signe que ces valeurs, dans leur forme actuelle, ne suffisent plus à une génération de Tchèques qui recherchent quelque chose de plus. L'horloge tourne. Dans 10 ans, la République tchèque aura soit une communauté musulmane pleinement intégrée à la vie nationale, soit une communauté aliénée, radicalisée et pleine de ressentiment. Le choix appartient toujours au pays. Mais si le passé peut nous guider, la classe politique tchèque attendra le dernier moment possible pour agir et d'ici là, il sera peut-être trop tard.